Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à une nouvelle édition de Direct où on va passer en revue les dernières nouvelles locales. Et on commence avec la visite du président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, à la capitale jordanienne, répondant à l'invitation du roi Abdallah II. Les deux leaders ont aussitôt tenu un sommet au cours duquel ils ont examiné les relations bilatérales et échangé les points de vue sur divers dossiers arabes et régionaux d'intérêt commun, et ce, dans le cadre de la coordination régulière entre les deux pays dans le but de maintenir la sécurité nationale arabe. En réponse aux directives du président de la République, commandant suprême des forces armées, Abdel Fattah el-Sisi, de prêter l'aide aux pays amis et frères, l'Égypte a envoyé un avion d'aide médicale à la Jordanie. L'avion est chargé d'une grande cargaison de médicaments et de fournitures médicales présentées par les forces armées en collaboration avec le ministère de la Santé en vue d'aider le peuple jordanien à faire face à la propagation du coronavirus. Et pour parler de cette visite, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Cherif Amir. Vous êtes analyste politique. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, quelle est l'importance de cette visite effectuée par le président Abdel Fattah el-Sisi à la capitale jordanienne Amman, surtout dans les circonstances régionales où on vit? Regarde, non, il y a une nouvelle administration américaine qui va prendre les charges des affaires de la politique étrangère maintenant au Moyen-Orient, l'administration Joe Biden. Et nous savons tous que c'est leur vision de la politique étrangère est totalement différente de celle de la précédente du président Trump. Alors, il est normal que le président Abdel Fattah el-Sisi, comme un leader régional, qui commence la coordination avec ses frères arabes pour commencer à dessiner les points de vue communs, le moment où il y aura une négociation avec les Américains sur certains points, surtout le dossier israélo-palestinien. Et je crois que les deux chefs d'État, le président Abdel Fattah el-Sisi et Sa Majesté roi Abdallah, ils ont des visions très étroites et très claires sur beaucoup de questions dans la région. Le président Abdel Fattah el-Sisi, il coordonne toujours avec la Jordanie sur la question du combat du terrorisme. On sait tous que le mouvement des frères musulmans est banni dans les deux pays maintenant et que maintenant l'administration américaine, on ne sait pas encore leur position de ce mouvement. Ça, c'est un point très important. Donc, il faut un échange clair pour que l'administration américaine comprenne que maintenant, il y aura un front solide contre le terrorisme au Moyen-Orient. Un deuxième point qui est très important aussi, c'est le dossier, comme je viens de dire, le conflit israélo-arabe. On sait très bien que les Palestiniens, ils auront des élections bientôt. Une partie à Gaza et une partie en Cisjordanie. Et il faut comprendre que l'intérêt du Caire et Amman, c'est l'autorité palestinienne, que ce soit une autorité fiable, capable de continuer les négociations avec les Israéliens pour aboutir à un accord de paix durable. Alors, il faut coordonner sur cette question, faire l'appui pour soutenir le président Mahmoud Abbas Abou Mazen. L'Égypte et le président Abdel Fattah el-Sisi, on n'a pas cessé d'essayer de rapprocher les points de vue entre le Hamas et l'autorité palestinienne. On a fait comprendre à plusieurs reprises aux gens qui guident le Hamas que leur coordination avec que ce soit la Turquie, le Qatar ou l'Iran même ne sera pas dans les biens de la cause palestinienne. Je crois que la Jordanie comprenne aussi ce point de vue. Donc c'est un deuxième point de vue très important qui réunit les deux pays et les deux chefs d'État. C'est qu'il faut une autorité palestinienne forte à Ramallah, capable de continuer le dialogue et continuer le processus de paix avec les Israéliens.
Très bien. Pour ce deuxième point précisément, vous avez parlé d'une coordination égypto-jordanienne sur la question de la paix israélo-palestinienne. Là, l'administration Trump, on peut dire qu'elle était pro-Israël, plus que les démocrates peut-être, puisque elle a transféré l'ambassade américaine à Jérusalem, etc. Alors, qu'attendez-vous de l'administration Joe Biden concernant ce point, puisque les démocrates, ils étaient pour 2 États? Alors, pour être très clair sur ce point, que ce soit l'administration Trump ou l'administration Joe Biden, il y a toujours des principes fondamentaux qui guident la politique étrangère américaine, la sécurité d'Israël d'abord, et ils mettent les points sur les i durant leur campagne électorale sur ce point. Mais il est très important aussi de savoir que si les démocrates ou Joe Biden, ils trouvent qu'il ne faut pas être trop pro-Israël comme Trump le faisait, il faut être encore plus vigilant parce que s'ils soutiennent les Palestiniens, ils doivent savoir qu'il faut soutenir le camp qui est vraiment fiable, c'est-à-dire l'autorité palestinienne, et non pas à continuer à travailler avec Gaza en tant qu'une partie séparée, guidée par le Hamas, et aussi et une autre partie anti-Jordanie. Ça, c'est un point très important que je veux clarifier, c'est-à-dire que les Palestiniens, pour les démocrates, doivent être uniquement, comme c'est le cas pour l'Égypte et pour la Jordanie et le reste des pays arabes, uniquement représentés par le président Mahmoud Abbas Abou Mazen à Ramallah et l'autorité palestinienne. L'entité qui existe à Gaza ou le Hamas doit être comprise comme une entité qui ne peut pas prendre la parole du peuple palestinien comme il l'allègue. C'est-à-dire il faut une unité, c'est-à-dire l'administration américaine doit comprendre la vision de l'Égypte et de la Jordanie, c'est qu'il faut un camp uni pour les Palestiniens, pas 2 camps divisés, et une fois écouté à Gaza, et malheureusement guidé par Téhéran et Ankara, et une fois écouté à Ramallah. Ça ne marche pas comme ça. Oui. Donc le point crucial ici, ce n'est pas uniquement la question de Jérusalem, parce que c'est un fait, c'est fini. Je ne crois pas que le président Joe Biden va retransférer l'ambassade américaine de Jérusalem vers Tel Aviv. Je ne crois pas, mais on doit regarder en avant. En avant, c'est-à-dire le côté palestinien. Joe Biden doit comprendre que maintenant, l'autorité palestinienne est la seule parole légitime du peuple palestinien et le seul négociateur que nous, en Égypte, et que nos frères en Jordanie et même en Arabie Saoudite et les pays du Golfe soutiennent à fond. Mais la question de cette division, il faut l'oublier parce que c'est nuisible à tout le processus de paix et non pas uniquement au camp palestinien. Très bien. Y a-t-il une concordance entre la politique égyptienne et jordanienne vis-à-vis du dossier iranien ou, autrement dit, pour faire face à l'ingérence iranienne dans la région? Bien sûr. On sait très bien qu'il y a eu dernièrement des réunions trilatérales entre l'Égypte, la Jordanie et l'Irak. Et l'Irak, on sait très bien, c'est un grand voisin pour la Jordanie. La Jordanie était très vigilant à cause de deux facteurs qui proviennent de l'Irak, c'est-à-dire Daesh à un certain moment, et l'influence iranienne. On sait que les Iraniens, ils ont un plan très clair pour infiltrer les pays arabes, pas seulement des pays du Golfe, mais aussi un pays comme la Jordanie, et déstabiliser la sécurité de ces pays. Alors, je crois que l'Égypte, comme c'est le garant de la sécurité, non seulement du monde arabe, mais de la région, c'était notre rôle, et c'était la promesse du président Abdel Fattah el-Sisi, que nous serons là pour nos frères. Et je crois que le message est très clair pour l'Iran, que toute tentative
de déstabiliser la situation en Jordanie ou même en Irak, elle sera repoussée fermement par le Caire. Parce que leur sécurité, les sécurités de l'Irak ou la sécurité nationale de la Jordanie, c'est notre sécurité nationale. Et il ne faut pas oublier ça. Je crois que les Iraniens comprennent très bien cette équation. Ils savent qu'il y a une ligne rouge, comme il y a une ligne rouge à Jafra pour la Libye, pareil, dans cette région, que la Jordanie est une ligne rouge. On ne va pas permettre de stabiliser la situation là-bas. Je crois que la menace iranienne pour les pays du Golfe, elle concerne l'Égypte et la Jordanie en même temps. Donc on va faire la même situation, ce sera la même, c'est-à-dire qu'on va leur délivrer un message clair à l'administration américaine qui va négocier avec les Iraniens. On va leur dire très clairement que nous sommes contre la politique étrangère iranienne qui déstabilise, que ce soit les bateaux, les navires pétroliers dans le Golfe arabe et aussi dans des pays comme l'Irak et la Jordanie. Et je crois qu'il y a beaucoup de spécialistes au sein de l'administration américaine qui connaissent bien le Moyen-Orient, comprennent très bien que maintenant il y a un barrage de la Jordanie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Bahreïn, et presque tous les pays du Golfe qui sont contre cette infiltration iranienne. Et on ne va pas accepter n'importe quel accord qui va donner à l'Iran la possibilité de développer un certain armement nucléaire ou autre. On ne va pas l'accepter parce que la sécurité nationale arabe doit être prise en compte. Il y a quand même des rumeurs ou bien des faits sur la table et même qui a été déclaré par des responsables iraniens qu'on est en train de fabriquer la bombe atomique, ce qui a fait craindre même les Européens. Et est-ce qu'on s'attend de l'administration Joe Biden de reprendre ou bien de revenir sur leurs décisions concernant l'accord nucléaire iranien pour arrêter cette évolution dans la fabrication de la bombe atomique? Tout d'abord, je crois que les Iraniens essayent de jouer la carte de chantage, c'est-à-dire, c'est pas nécessairement qu'ils ont commencé à fabriquer la bombe nucléaire, parce que nous savons tous que déjà ils ont perdu par une série d'assassinats, que ce soit le général Qasem Soleimani ou le général Hassan Zad, ou le scientifique Hassan Zad, professeur qui a dressé le plan nucléaire iranien en plein Téhéran, qui a été assassiné il y a quelques mois. C'est-à-dire qu'ils ont reçu des coups très très durs. Donc, pour croire à leurs paroles, c'est un peu douteux. Parce qu'il y a eu certains actes de renseignement étrangers au sein de l'Iran qui ont vraiment créé des gros problèmes au sein de ce programme. Mais il faut être toujours très vigilant parce qu'on sait que les Iraniens, ils avaient caché d'autres armes. Ils sont capables d'acheter du Corée du Nord ou même d'autres pays des armements sophistiqués. L'accord nucléaire avec les États-Unis, il y a des rumeurs aussi que l'administration Biden a commencé des pourparlers avec leur homologue iranien sur la question. Je crois que ça ne va pas aboutir à un accord comme en avant, parce que tout simplement, il y a un barrage très important de refus de cette idée des pays arabes. Israël, on sait tous que maintenant il y a un processus de paix qui engage les pays du Golfe et Israël, et aussi il y a des pays comme l'Égypte qui ont des relations très solides avec Washington, qui seront vraiment en colère si jamais l'Iran aura la possibilité, selon un accord, de continuer les recherches. Parce que ça va déclencher une course d'armement dans toute la région. Et ce n'est pas dans l'intérêt ni des États-Unis, ni des Européens. Ça sera une zone très déstabilisée. Alors, peut-être l'administration américaine va essayer, surtout qu'ils ont nommé quelqu'un comme Victoria Nuland, qui est la seconde au secrétaire d'État américain.
pour la négociation, mais je crois que ça sera trop tard ou un peu difficile pour l'administration Biden de conclure un accord fiable. Peut-être que ce sera sur le papier, mais pour que l'Iran vraiment procède à créer une arme nucléaire dans ce temps-là, je crois que la carte géopolitique du Moyen-Orient a été changée par la main de Donald Trump. Maintenant, Israël est en alliance et en accord avec beaucoup de pays arabes. La situation avant Trump n'est pas la situation post-Trump. Le Moyen-Orient avant Trump est totalement différent post-Trump maintenant. L'Iran n'est pas si fort comme elle était avant. Il n'y a plus Soleimani, il n'y a plus Hassan Zadeh. Il y a maintenant des accords de paix entre Israël et les pays arabes. L'Égypte est beaucoup plus stable que la période du printemps arabe. Tout a changé. Tout a changé. Les données ont changé. Alors je crois que l'administration américaine va trouver un nouveau Moyen-Orient. Les données sont différentes. L'Iran n'est pas vraiment un pays qui peut être un interlocuteur fiable pour l'administration américaine, nouvelle administration américaine ou l'Union européenne. Très bien. Ma dernière question, c'est presque la même question sur l'Iran, mais je parle cette fois-ci de la Turquie. L'ingérence turque dans la région, je parle précisément en Libye ou bien en Syrie et en Irak. Là, la situation égypto-jordanienne. Bien sûr, on sait que la Turquie ne cache pas leur volonté à créer l'Empire ottoman de nouveau. Et la Jordanie faisait partie de cet empire et l'ingérence ne s'arrête pas. La seule chose, je signale, je fais pas, en tant que spécialiste, je ne fais pas trop attention à ce point-là qu'il y a des tensions entre Joe Biden et Erdogan. Parce que je pense que la politique, c'est réel politique. C'est-à-dire au moment où il y aura maintenant des choses sur la table, les données changent. Alors, je trouve que clairement, la Turquie essaye maintenant de ralentir un petit peu leur agression, parce qu'ils savent très bien qu'il y aura maintenant une administration totalement nouvelle aux États-Unis. Ils ne savent pas comment les démocrates vont traiter leurs questions, comment Erdogan il s'entendait bien avec Donald Trump, mais est-ce qu'il va s'entendre avec Joe Biden ou Kamala Harris, sa vice-présidente? On ne sait pas. Mais à mon avis, que maintenant la situation est beaucoup plus réaliste aux yeux d'Erdogan, que c'est pas trop facile comme il le croyait en Libye. Ce ne sera pas si facile en Syrie. Maintenant, Idlib, oui, c'est sous sa contrôle, mais il ne peut pas faire grand-chose. La question syrienne, je crois que ce sera un grand débat entre Poutine et l'administration américaine, entre Biden et Poutine. Ça sera très, très, très dur. Le président russe Vladimir Poutine, qui a pu préserver la souveraineté de ce pays arabe avec l'intervention et l'alliance qu'il a eue, je crois que la présence russe ne sera pas vue d'un bon œil du côté américain. Alors, ça sera très dur la situation sur la question syrienne. La Turquie va observer pour longtemps la situation. Je crois qu'il y aura un ralentissement pour longue durée situation. Je vous remercie beaucoup, Dr Cherif Hamid. Je rappelle que vous êtes analyste politique, pour ces éclaircissements et explications concernant la visite du président Abdel Fattah al-Sisi en Jordanie. Elle est pour parler avec le roi Abdallah II de Jordanie et la situation en général au Moyen-Orient à la lumière de la présence d'une nouvelle administration américaine présentée par Joe Biden et les démocrates, soit dans le Congrès, soit dans le Sénat. Je passe à une autre nouvelle locale qui est très importante, puisque c'est le Premier ministre Moustapha Madbouli qui a présenté aujourd'hui devant le Parlement le communiqué du gouvernement sur le programme intitulé « L'Égypte se lance 2018-2022 ».
Madbouli a indiqué que les investissements gouvernementaux ont atteint 324 milliards de livres égyptiennes lors des 2 dernières années, en soulignant la création de plus de 44 000 entreprises entre investissements externes et interne. Il a annoncé la réussite du gouvernement d'avoir 10 milliards de dollars en financement de développement en 2020. Le chef du gouvernement a déclaré que le gouvernement a réalisé une autosuffisance de l'électricité à travers les projets de l'électricité et des énergies renouvelables. Quant à la protection sociale, Madbouli a affirmé l'intérêt accordé par le gouvernement à la mise en application des programmes sociaux visant à soutenir les citoyens, notamment les classes nécessiteuses. Ces programmes ont aussi pour but d'aider les Égyptiens à éviter les répercussions de la pandémie de coronavirus. Le nouveau Conseil de députés a approuvé, lors de sa séance tenue hier, la décision du comité général prévoyant la convocation du chef du gouvernement et de ses ministres pour passer en revue le plan élaboré par chaque ministère pour mettre en œuvre le programme du gouvernement. En vertu de l'article 136 de la Constitution, le nouveau Conseil de députés doit convoquer le gouvernement pour faire le bilan de son travail depuis sa prise des fonctions. Ça concerne bien sûr la visite ou bien la réunion du chef du gouvernement égyptien au Parlement aujourd'hui, où il a présenté son plan d'action, ou bien le plan du gouvernement concernant les différents projets qui sont déjà exécutés ou bien qui sont en cours d'exécution, ce qui a appelé les projets 2018-2022. Là, le ministère de la Santé a annoncé le lancement officiel du site d'enregistrement des données de ceux qui désirent prendre le vaccin anti-coronavirus vers la fin du mois de janvier. Regardons ce reportage signé Salih Ahmed et Yara Choucha. Le ministère de la Santé a annoncé le lancement officiel du site d'enregistrement des données de ceux qui désirent prendre le vaccin anti-coronavirus vers la fin du mois de janvier. Ceci intervient afin que les citoyens désireux puissent se présenter et enregistrer leurs données, a fait savoir le porte-parole du ministère de la Santé, Dr Khaled Megahed. Il a souligné également que plus de 50 000 doses de vaccins chinois Sinopharm sont arrivées et seront bientôt utilisées. Le ministère de la Santé avait annoncé sa position quant au vaccin contre le coronavirus approuvé par l'Organisation mondiale de la santé pour urgence, affirmant effectuer des contacts avec toutes les instances concernées pour assurer le vaccin en Égypte. Le ministère a également annoncé se préparer à signer un protocole avec l'Autorité internationale des vaccins pour recevoir le quota de l'Égypte pour le vaccin contre le coronavirus. Voilà, ça c'est concernant les efforts déployés par le gouvernement pour faire face à la pandémie du coronavirus, avec offrir des doses de vaccins pour le peuple égyptien. On va commencer par 50 000 doses. Mais après, il y aura quand même des hommes d'affaires ainsi en collaboration avec le gouvernement qui vont livrer ou bien importer des doses pour toute la population égyptienne durant les quelques prochains mois. Passons à l'investissement. L'Égypte déploie des efforts, déploie des efforts considérables pour améliorer le climat d'investissement par le biais du développement des ports égyptiens et de la numéralisation du système douanier pour faciliter la main-levée des marchandises. C'est ce qu'a annoncé samedi le ministre des Finances, Dr Mohamed Moayet. Regardons ce reportage de Salih Ahmed et Yara Choucha.
L'Égypte déploie des efforts considérables pour améliorer le climat d'investissement par le biais du développement des ports égyptiens et de la numérisation du système douanier pour faciliter la main levée des marchandises. C'est ce qu'a annoncé samedi le ministre des Finances, Dr Mohamed Maït. Les centres de services logistiques qui fonctionnent selon le système de guichet unique sont toujours suivis constamment afin de motiver les travailleurs à redoubler d'efforts et assurer une bonne performance et par la suite une qualité globale, a indiqué M. Maït. Les allocations financières destinées au secteur de la santé ont atteint 110 milliards de livres égyptiennes dans le budget de l'exercice financier actuel, soit 6,4% du budget total avec une augmentation de 21 milliards de livres égyptiennes par rapport à l'exercice précédent, a dit le ministre des Finances, également président de l'autorité de la couverture sanitaire universelle. Ces hausses d'allocations financières se concentrent sur le financement de l'augmentation des dépenses dans le secteur de la santé, a-t-il indiqué. Le budget de l'exercice en cours vise à soutenir les filets de protection sociale, notamment en assurant de bons soins de santé à l'ensemble des citoyens durant la pandémie de coronavirus, a-t-il noté, rappelant que l'État a tenu durant l'épidémie à réaliser un équilibre entre la protection de la santé des citoyens et la reprise graduelle des activités économiques. Les compagnies d'assurance ont réussi à faire face aux répercussions de la pandémie et ont appliqué les mesures dictées par l'autorité générale du contrôle financier, selon le ministre. Et pour parler du milieu économique et d'investissement en Égypte, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Passant Fahmi. Vous êtes experte en économie. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, comment évaluez-vous, en tant qu'experte en économie, les déclarations du ministre des Finances et sur l'ambiance ou bien l'état d'investissement en Égypte? Tout d'abord, je voudrais mentionner ce que monsieur le Premier ministre, son discours aujourd'hui était un discours très important en ce qui concerne l'environnement pour développer un environnement positif pour l'investissement. Bien sûr, ce que le Dr Maït a mentionné, c'est un point très important. Et maintenant, nous sommes où le monde entier est en compétition, comme on appelle, intolérable. C'est-à-dire, si le pays ou n'importe quel pays ne présente pas des services, comme on appelle, supérieurs, on n'aura pas d'investissement. La compétition est devenue très difficile et le monde entier a besoin de développer son économie. Commençons de la plus grande économie du monde, les États-Unis, jusqu'à les pays européens, les pays arabes, la Chine, le monde entier. Alors, les services dont Dr Moïse a parlé, bien sûr, sont très importants. Et moi, j'espère aussi qu'on aura la possibilité de donner, de faciliter davantage la façon vraiment d'attirer les investisseurs du monde entier. Et moi, je dis toujours, on commence par les investisseurs égyptiens. Et si les investisseurs égyptiens sont satisfaits, normalement, ça attire facilement les investisseurs du monde entier. Alors, ce que le Dr Moïse a mentionné est très important, mais ce n'est pas suffisant aussi. Je veux dire que, et c'est pour cela que j'ai dit que le discours que Monsieur le Premier ministre a fait était un discours très important. Parce que investissement, ça c'est un mot facile à dire, mais ce n'est pas un sujet facile à accomplir. Ce sont des gens qui vont venir rester avec nous 25 ans, 30 ans, 50 ans. Alors la décision est compliquée parce qu'ils viennent avec leur famille, ils s'installent, ils dépensent de l'argent. Et moi je dis toujours, si jamais ils changent d'avis, ils ne vont pas prendre l'usine et monter par l'avion. C'est pas facile. Alors là, oui, c'est très bien le pas que Dr Moïse a fait, mais je pense que le discours de Monsieur le Premier ministre a été un discours plus compréhensible parce que ça a montré comment le pays a travaillé durant les 4 ou 5 années qui ont passé pour vraiment essayer d'établir un climat, une atmosphère qui facilite le travail en fond des investisseurs égyptiens et étrangers.
Alors, on avance et j'espère petit à petit, Inch'Allah, dans le futur prochain, nous aurons des résultats beaucoup plus positifs. Très bien. Je vais tirer une phrase que vous avez dite, c'est que l'économie ou l'investissement étranger, ou bien dans n'importe quel pays, est dans un état de concurrence entre tous les pays. Là, il y a quelques années, l'Égypte a commencé à mettre des plans très efficaces, c'est-à-dire construire des routes, des moyens de transport, de nouveaux moyens de transport, des zones économiques comme celle du canal de Suez. Comment vous voyez ces pas? Est-ce que ça pourrait préparer le terrain pour attirer des investissements soit locaux, soit étrangers? On a commencé il y a 5 ans de reconstruire l'Égypte. C'est-à-dire, ce qu'on fait maintenant, c'est un pays, comme on appelle, state of the art. C'est-à-dire, tous les projets qui sont faits sont des projets très avancés. Par exemple, ici, on prend l'infrastructure. On reconstruit l'infrastructure en Égypte, que ce soit les routes, les chemins de fer. Regardez même les chemins de fer, le dernier train, les ponts, tout, les ports, les villes, les nouvelles villes, les villes intelligentes. On est en train de reconstruire une Égypte nouvelle. Et c'est pour cela que j'ai dit oui, on a laissé tomber ce pays-là il y a plus que 60 ans. Rien n'a été fait. Mais quand on a commencé à faire, c'était sur un niveau, je ne veux pas dire international, parce qu'on fait même beaucoup plus avancé, parce qu'il y a des villes qui sont devenues vieilles. Mais l'Égypte, maintenant, est dans un état de reconstruction dans tous les domaines. Commençons par les ports, par l'infrastructure, qui bien sûr, les chemins de fer, c'est numéro 1, et nous avons vu le dernier train qui commence à être exécuté. Il y a aussi les routes, il y a les ponts, il y a les ports. C'est un très grand travail, mais ça a été remarqué par le monde entier de telle façon que si on parle par exemple des routes et de l'infrastructure, on a avancé 50 points sur le niveau de la classification internationale. On était je pense 78, on est devenu 28 ou 27. Alors là, oui, le travail est très bien fait. Mais j'ai une remarque à dire aujourd'hui que monsieur le Premier ministre, il a très bien présenté ce qu'on a fait, mais malheureusement, la majorité du peuple ne savent pas ça. Alors j'espère bien que dans le futur prochain, on peut parler beaucoup plus et mettre devant le peuple ce qui a été fait, parce qu'on a dépensé, oui, des milliards, mais on n'a pas importé des employés de l'étranger, ni des ingénieurs, ni des compagnies. Alors tout cet argent-là tourne dans l'économie égyptienne, et c'est pour cela que malgré ce qui se passe dans le monde entier, l'économie égyptienne avance. Et elle a des taux de développement beaucoup plus positifs que d'autres pays dans la région et le monde entier. Je vous remercie beaucoup, Dr Passant Fahmy, pour ces éclaircissements et explications. Et en même temps, Dr Passant a fait une remarque que, voilà, il faut un peu plus de rôle, un rôle plus grand, je veux dire, de la part des médias pour présenter vraiment les grands projets, tout ce qui a été réalisé sur le terrain pour préparer l'Égypte ou pour préparer le terrain pour attirer plus d'investissements, soit local, soit investissements étrangers. Et quand on parle du transport et préparer le terrain pour les investissements, voilà, on a le président de la République, Abdel Fattah al-Sisi, qui a accueilli mercredi dernier le PDG du groupe allemand Siemens, Monsieur Joe Kaiser, et le directeur général adjoint et membre du conseil d'administration du groupe Dr Roland Busch, pour discuter de l'accord final avec ce groupe mondial visant à établir un système intégré pour le train électrique express en Égypte, d'une longueur totale d'environ 1000 km sur le niveau de la République pour un coût total de 360 milliards de livres égyptiennes. Le point avec Salih Ahmed et Yora Choucha. Le président
président Abdel Fattah el-Sisi a accueilli mercredi dernier le PDG du groupe allemand Siemens, M. Joe Kaiser, et le directeur général adjoint et membre du conseil d'administration du groupe, Dr Roland Busch, en présence du Premier ministre Dr Mustafa Madbouli et du ministre des Transports Kamel El-Wazir. La réunion a porté sur l'accord final avec le groupe mondial Siemens visant à établir un système intégré pour le train électrique express en Égypte d'une longueur totale d'environ 1000 km sur le niveau de la République pour un coût total de 360 milliards de livres égyptiennes, commençant par la mise en œuvre immédiate du projet de ligne qui reliera El Ain el-Soukhna à la nouvelle ville d'El Alamein, passant par la nouvelle capitale administrative, et 15 stations d'une longueur de 460 km pour un délai d'exécution estimé de 2 ans. M. Kaiser a pour sa part transmis au président Al-Sisi les salutations de la chancelière allemande Angela Merkel. Il a de même exprimé sa fierté et celle de Siemens pour la coopération bilatérale fructueuse dans les domaines du développement. Ceci s'inscrit dans le cadre des projets déjà réussis en Égypte au cours des dernières années, surtout dans le domaine de l'énergie et des centrales électriques. Ces projets ont fait une histoire honorable du Siemens au niveau régional et mondial, a-t-il déclaré. De son côté, le président Al-Sisi a demandé de transmettre ses salutations à la chancelière allemande, exprimant son appréciation pour le processus de coopération entre l'Égypte et Siemens, tout en louant l'expérience allemande au domaine de l'industrie en général. De même, le président a affirmé que la nouvelle ligne de train électrique représentera un excellent ajout au réseau de transport en Égypte, soit pour la circulation des gens, soit pour faciliter les échanges, surtout qu'il reliera les côtes de la mer Rouge et de la Méditerranée, passant par la nouvelle capitale administrative et d'autres grandes villes, ce qui renforcera les efforts de développement et ouvrira des perspectives d'avenir prometteuses pour développer la coopération avec Siemens dans les systèmes de transport modernes. Pour mieux comprendre l'intérêt et l'importance de ce grand projet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Ghaffar. Vous êtes expert en économie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, expliquez-nous ce projet de train express ou bien de grande vitesse qui a été le sujet d'accord entre l'Égypte et Siemens, l'allemande. Et en même temps, quel intérêt exactement? Quelle est l'importance de ce projet? Bon, le train de grande vitesse, TGV comme on l'appelle, ça c'est un transport qui existe déjà en Europe depuis de longues années. Et c'est la première fois qu'on va utiliser ce genre de transport en Afrique, particulièrement en Égypte. Et premièrement, sur le plan économique, parlons d'abord du projet. C'est-à-dire, ce projet, il va lier la mer Rouge à Ain el-Soukhna, passant par la capitale administrative, le Caire, et puis Alexandrie, et puis Alamein, sur la mer Méditerranée. Donc ça va lier la mer Rouge à la mer Méditerranée. Et ça, c'est la première phase du projet, vers les 500 km. Il y aura des extensions au-delà d'Alamein jusqu'à peut-être Marsa Matruh, donc à 200 quelques kilomètres de là-bas, et puis probablement jusqu'à Benghazi, sud de Ain el-Soukhna, sur la mer Rouge toujours. Si on parle économie, bon, ça va présenter un transport rapide pour les passagers et marchandises entre la mer Rouge et la mer Méditerranée, ce qui veut dire sur le plan économique, ça va réduire considérablement le temps à comparer à la voie maritime par exemple. Ça va économiser beaucoup de temps et par conséquent beaucoup d'argent. Donc sur le plan économique, c'est disons une méthode de transportation très efficace. Et nous savons tous que le transport
les réseaux de chemin de fer sont sur le plan prix beaucoup mieux marché que les autres transportations. Donc, il y a deux bénéfices. Ça réduit le temps et puis ça réduit le coût. Alors ça, c'est un projet. Ça rentre dans le domaine des projets méga. Et je pense que ça va... nous serons les pionniers sur le plan africain qui introduisent ce genre de projet, ce genre de transport dans le continent. Oui, c'est un transport pour les passagers ou bien aussi comme un cargo et de marchandises. Passagers, oui, mais à mon opinion, principalement, c'est pour marchandises, c'est pour cargo. Et c'est pour ça que j'ai dit justement que ça va réduire considérablement le temps et le coût de transport sur le plan commerce, je veux dire. Est-ce qu'on peut quand même lier ce projet au tourisme, c'est-à-dire la région de la mer Rouge, Ain Sorna, c'est très connu par le tourisme et la mer aussi. Ça va servir dans tous les domaines. Voilà, vous avez mentionné le tourisme, certainement. C'est-à-dire, il y a les touristes qui passent par, disons, le canal de Suez, ils ont la possibilité de descendre à Ain Sorna juste avant d'entrer à Suez, et puis prendre ce train, aller au Caire, visiter les sites touristiques du Caire, etc., et puis à Alexandrie. Oui, c'est un des avantages de ce projet sur le plan touristique. Mais à mon opinion, c'est principalement une affaire de transport de cargo, et c'est ça l'essentiel, parce que nous essayons dans les nouvelles circonstances, etc., d'essayer de diminuer le coût de transport, ce qui veut dire le coût du produit arrivé va être un tout petit peu moins cher, ce qui représente un avantage. Si on peut parler quand même de la région économique et industrielle du canal de Suez. Quel est l'intérêt de ce projet? Comment ça va aider à raviver ce projet? Bon, alors nous avons bien dit que pour transporter les produits des projets qui vont être établis dans cette zone, il y a deux moyens, disons trois moyens. Le premier, c'est en voie maritime, par l'entremise du canal de Suez, et puis ailleurs, en la mer Méditerranée. La seconde, c'est le transport en camion. Il y a des autoroutes, oui, il y a des réseaux routiers, oui, mais ça prend un tout petit peu plus de temps. Et puis le transport par train, qui représente la méthode la plus rapide et la moins coûteuse. Donc oui, certainement, cette zone pourra, à la rigueur, disons, exporter ses produits vers l'Europe par l'entremise de cette méthode. Ça va réduire le temps et le coût, et certainement ça va rendre grand service à tous les projets qui auront lieu dans cette zone. Très bien, je vous remercie beaucoup, Dr Raouf Ghaffar. Je rappelle que vous êtes expert en économie. Vous avez bien parlé de ce projet de train à grande vitesse qui va être exécuté au bout de 2 ans et qui va servir tous les domaines, soit transport, soit pour les marchandises, le tourisme, l'économie, la zone industrielle du canal de Suez et relier la Méditerranée avec la mer Rouge, ce qui est très important. On a bien aussi parlé de l'importance de la visite du président Abdel Fattah el-Sisi en Jordanie et sa réunion avec le roi Abdallah II de Jordanie. Et voilà, on a traité des dernières améliorations ou bien
Dernière nouvelle concernant le vaccin et la vaccination contre la pandémie du coronavirus ici en Égypte, ainsi que le plan du gouvernement qui a été présenté par le Premier ministre Mostafa Madbouli devant le Parlement aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. On se donne un rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition de Direct. Au revoir.